Pendant les prochaines minutes, tu vas découvrir 10 œuvres qui ne vont pas seulement te bouleverser. Elles vont te faire remettre en question ce que le cinéma peut véritablement être. Des films nés du délire, de la douleur et du génie absolu. Certains ont été interdits, d'autres ont détruit ceux qui les ont créés. Et l'un d'entre eux, le numéro 1, a été si ambitieux qu'il a tenté de filmer à la fois la Genèse, l'Apocalypse et l'âme humaine. Partiellement détruit par le gouvernement, il a provoqué l'exil de son réalisateur. Si tu aimes le cinéma qui défie la raison, abonne-toi, laisse un commentaire et suis-moi sur Instagram. C'est là que vous pouvez me proposer des idées que je transforme ensuite en vidéo. Prépare-toi, ce que tu vas voir ne vient pas de ce monde. Dans les années 70, Alejandro Jodorowsky a voulu faire bien plus qu'un film. Il a voulu filmer l'illumination de l'être. Le résultat, c'est The Holy Mountain, une œuvre si extrême qu'on dirait qu'elle a été créée par un dieu, ou par un fou. Financée par le légendaire John Lennon et produite sous l'influence du LSD, Jodorowsky transforma le tournage en un véritable rituel. Il obligea ses acteurs à suivre pendant des semaines une thérapie spirituelle réelle. Jeûne, méditation, silence et même consommation de drogues psychédéliques pour briser leur ego. Son objectif n'était pas de jouer, mais de renaître face à la caméra. L'histoire est presque indescriptible. Un voleur crucifié par la société rejoint un alchimiste, interprété par Jodorowsky lui-même, et un groupe de puissants cherchant à gravir une montagne sacrée pour atteindre l'immortalité. Chaque scène est une explosion de symboles. Sang, or, sexe, excréments, religion, capitalisme. Une satire du monde moderne transformée en expérience mystique. The Holy Mountain fut à la fois censuré, vénéré et détesté. Beaucoup quittèrent la salle avant la moitié. D'autres jurèrent que ce film avait changé leur vie. John Lennon fut fasciné par sa vision psychédélique et considérait Jodorowsky comme un véritable gourou de l'art. Son soutien fut décisif pour que le film voie le jour, même s'il admit plus tard que l'expérience était si intense qu'il ne pouvait presque plus le revoir. Et quand vient la fin, brisant le 4e mur et détruisant le cinéma lui-même, tu comprends que Jodorowsky ne voulait pas te raconter une histoire. Il voulait te libérer de l'illusion d'en regarder une. Enter the Void commence par un voyage de 15 minutes sous DMT, jusqu'à ce que le protagoniste soit soudainement assassiné. Gaspar Noé a conçu le film sous l'effet de cette même drogue, voulant que l'expérience ressemble à la mort et à la renaissance à l'intérieur d'un cauchemar fluorescent. Et il a réussi. Tourné du point de vue de l'âme qui erre dans Tokyo après sa mort, le film est une expérience hors du corps. Chaque plan semble conçu pour t'hypnotiser. Lumières au néon, respiration, pulsation de couleurs. La caméra flotte, traverse les plafonds, les corps, les souvenirs, dans une danse infinie entre le ciel et l'enfer. Avec l'ambition de créer l'expérience psychédélique ultime, Noé étudia pendant des années comment les différentes religions représentent la mort et voulut tout mélanger. Bouddhisme, réincarnation, science quantique, cinéma expérimental. Le résultat fut un voyage sensoriel si intense que de nombreux spectateurs quittèrent la salle, pris de vertige ou d'angoisse. Mais ceux qui restèrent vécurent ce que Noé lui-même appela une projection de l'âme. Il ne s'agit pas de comprendre l'histoire, mais de lâcher prise. Laisse la caméra devenir ta conscience, pendant que Tokyo se transforme en utérus, en boîte de nuit et en tombeau à la fois. C'est une œuvre radicale qui divise, dérange et fascine. Un pur trance audiovisuel, né d'un homme qui n'a pas peur de regarder l'interdit droit dans les yeux. Une simple faute de frappe provoque l'arrestation et la torture d'un innocent. Ainsi débute Brasil, l'un des films les plus visionnaires et dérangeants jamais réalisés. Dans un futur dystopique dominé par la bureaucratie, les machines et la peur, un homme ordinaire, Sam Lowry, ose faire la seule chose vraiment dangereuse, rêver. Tandis que les bureaux s'étendent comme des labyrinthes et que les formulaires remplacent les émotions, Sam commence à se rebeller contre la réalité. Le jour, il n'est qu'un rouage de plus dans la machine. La nuit, il vole à travers ses rêves, cherchant une femme impossible. Mais plus il tente de se libérer, plus il s'enfonce dans le cauchemar.
Terry Gilliam transforma cette histoire en une satire débordante, visuellement hallucinante. Câbles qui s'enroulent comme des viscères, écrans qui espionnent, ville où la vie se mesure en erreurs administratives. Un univers qui semble futuriste, mais qui n'est autre que le nôtre. Le studio voulut censurer la fin, exigeant un « happy end ». Gilliam refusa, vola son propre film, et elle projeta en secret, jusqu'à ce que sa version soit enfin diffusée. Il gagna la bataille, mais Brazil devint un symbole, celui de l'artiste qui refuse d'obéir. 40 ans plus tard, son message est plus réel que jamais. Nous vivons connectés, surveillés, piégés dans des systèmes qui confondent contrôle et progrès. Et pendant que nous rêvons encore de fuir, Brazil nous rappelle que le cauchemar a déjà commencé. On l'appelle simplement « vie moderne ». Une actrice commence à tourner un film et découvre peu à peu que l'histoire qu'elle joue est en train de se produire pour de vrai. Voilà comment débute Inland Empire, l'œuvre la plus sombre, chaotique et dérangeante de David Lynch. 3 heures d'expérience où la frontière entre rêve et cinéma disparaît. Lynch tourna pendant des années sans scénario, improvisant les scènes, laissant la logique se dissoudre devant la caméra. Le résultat est une spirale d'identités brisées, de rêves imbriqués, de caméras semblant filmer l'inconscient humain. Laura Dern y incarne une femme perdue, entre personnages, couloirs, souvenirs et versions d'elle-même. Sa performance, sauvage, déchirante, sans filtre, est probablement la plus extrême que Lynch ait jamais dirigée. Tournée en numérique, avec une texture sale et onirique, Inland Empire ne cherche pas à être compris. Il cherche à t'absorber. Ces images ne s'expliquent pas, elles se ressentent. Visage déformé, rire distordu, lumière clignotante, chaque plan est une fissure ouverte dans l'esprit. Beaucoup le jugent invivable, mais ceux qui parviennent à entrer dans son rythme vivent quelque chose qu'aucun autre film ne provoque. Car Inland Empire ne parle pas d'une histoire. Il parle de se perdre à l'intérieur d'une. Le rêve fiévreux d'un artiste qui ne distingue plus la création de la folie. Donnie Darko est l'un des films les plus énigmatiques, mélancoliques et générationnels de ces dernières décennies. Il raconte la vie d'un adolescent qui commence à avoir des visions d'un homme portant un masque de lapin et lui annonçant la fin du monde. Le film est un voyage entre la folie, la foi et la physique quantique qui transforma son protagoniste en symbole du cinéma moderne. Richard Kelly le réalisa à seulement 26 ans, sans imaginer qu'il deviendrait un mythe. C'est l'histoire d'un adolescent qui voit ce que personne d'autre ne peut voir, qui sent que le temps est brisé, que l'amour et la mort sont les 2 faces d'un même destin. Rien, dans Donnie Darko, ne suit les règles. Le lycée ressemble à un rêve, les dialogues à des échos, la réalité à une fissure. Les visions, les paradoxes, les boucles temporelles ne s'expliquent pas. Elles se ressentent comme les souvenirs d'une vie que nous n'avons jamais vécue. Et au milieu, Jake Gyllenhaal irradie d'une intensité presque surnaturelle, une âme coincée entre lucidité et démence. Le film fut un échec à sa sortie, mais devint culte avec le temps. Son atmosphère, mélancolique, électrique, étrangement spirituelle, hante encore tous ceux qui le voient. Et sa chanson Mad World résonne comme une prière pour ceux qui ne savent plus s'ils dorment ou s'ils rêvent. Donnie Darko ne se comprend pas avec la tête, mais avec la plaie. Il n'offre aucune réponse. Il te laisse juste l'impression d'avoir vu quelque chose d'interdit. Possession, d'Andrzej Żuławski, est l'un des films les plus dérangés et extrêmes jamais tournés. Un portrait de la décomposition émotionnelle poussée aux limites de l'humain. Une femme demande le divorce à son mari. Et de cette simple rupture naît l'enfer. Tourné dans le Berlin divisé des années 80, le film commence comme un drame conjugal, mais devient vite une expérience insoutenable. Un cri de douleur si pur qu'il cesse de ressembler au réalisme pour devenir un exorcisme. Isabelle Adjani livre l'une des performances les plus folles et viscérales de l'histoire du cinéma. Dans la scène du métro, l'une des plus perturbantes jamais filmées, elle semble possédée par quelque chose qui dépasse l'actrice elle-même. Après ce tournage, il lui fallut des années pour s'en remettre. Żuławski affirma que Possession était née de son propre divorce, et cela se sent. Chaque plan transpire la jalousie, la culpabilité, le désir et la souffrance. Mais au milieu du chaos, il y a aussi quelque chose de sacré, comme une quête d'amour absolu, même si cet amour détruit tout sur son passage. Beaucoup le détestent, d'autres le vénèrent. Mais personne n'en sort indemne.
Moi, je fais partie de ceux qui le vénèrent. Probablement mon film d'horreur préféré avec Shining. Possession te fait vivre la folie, souffrir, hurler de l'intérieur. Peu de films osent faire ce que Stalker accomplit. Il ne se contente pas d'arrêter le temps, il le tue. Andrei Tarkovsky a construit une expérience qui ne cherche pas à divertir, mais à transformer. Pendant près de 3 heures, il transforme la science-fiction en philosophie et le cinéma en acte de foi. L'histoire est simple. 3 hommes, un guide, un scientifique et un écrivain, traversent un territoire interdit appelé la Zone, où se trouve une chambre capable d'exaucer les désirs les plus profonds. Mais Tarkovsky utilise cette idée pour parler de bien plus. La foi, le doute, l'art, le sens même de l'existence. Chaque plan est une méditation. Le rythme extrêmement lent, les silences, la durée, tout est conçu pour t'obliger à regarder en toi. Stalker ne s'impose pas par l'action, mais par la patience. Et dans cette lenteur, il accomplit l'impossible, rendre visible l'invisible. Le tournage fut un enfer. Réalisé dans des lieux contaminés, il rendit malade plusieurs membres de l'équipe, dont Tarkovsky lui-même, qui mourut quelques années plus tard. Comme si le film exigeait un sacrifice, même de son créateur. Visuellement, c'est l'une des œuvres les plus ambitieuses jamais filmées. Des plans interminables, des cadrages qui ressemblent à des peintures vivantes, une photographie qui transforme la rouille et la boue en pure poésie. Mais attention, si 2001 te paraît lent, celui-ci est 100 fois plus lent. Un rythme pensé pour te plonger dans un état méditatif. Mais si tu n'y entres pas, c'est l'enfer absolu. Personnellement, je l'ai trouvé insupportable. J'avais l'impression de mourir en le regardant. Mais à vous de juger. Une chose est sûre, Stalker est une expérience. Et objectivement, un film unique à l'ambition inouïe. Un saxophoniste vit paisiblement avec sa femme, jusqu'au jour où il reçoit une cassette vidéo. Sur la bande, quelqu'un a filmé l'intérieur de leur maison, pendant qu'ils dormaient. À partir de là, tout s'effondre. L'identité, le temps, l'amour. Plus rien n'a de sens. C'est ainsi que commence Lost Highway, le cauchemar le plus sombre et dérangeant de David Lynch. L'histoire d'un homme perdu dans son propre esprit, piégé dans une boucle de culpabilité, de désir et de violence dont il ne peut s'échapper. Lynch transforme le quotidien en menace. Un couloir, un appel téléphonique, une lumière qui clignote. Tout semble anormal, tout fait peur sans rien montrer. Chaque scène est faite pour te désorienter. Le protagoniste change de corps, l'histoire se répète avec d'autres visages, et la réalité se confond avec le fantasme jusqu'à devenir indissociable. C'est comme vivre dans un cauchemar sans fin, où toi aussi tu commences à oublier qui tu es. Visuellement, Lost Highway est pure atmosphère. Route vide éclairée par des phares, motel désert, bruit statique, une lumière jaune infernale. La musique de David Bowie et Trent Reznor transforme le voyage en descente vers l'enfer moderne, l'enfer de l'esprit. Beaucoup le considèrent comme le film le plus déconcertant de Lynch, mais aussi le plus visionnaire. Il parle de la fragmentation de l'identité, du désir transformé en culpabilité, de la confusion entre réalité et illusion. Exactement le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. « 2001, l'Odyssée de l'espace », le film qui a redéfini ce que signifie « voir du cinéma ». Stanley Kubrick n'a pas fait de science-fiction. Il a fait une expérience spirituelle, une question adressée directement à l'univers. Tout commence avec un groupe de singes découvrant la violence, et se termine par un homme transcendant sa propre humanité. 2h30 sans une seule explication. Seulement de la musique, du silence et les images les plus hypnotiques jamais filmées. Kubrick voulait montrer toute l'histoire de l'humanité, de l'origine à l'infini, dans un seul film. Et il a réussi. Chaque plan, chaque ellipse, chaque silence est une méditation sur l'intelligence, la solitude et le destin. À sa sortie, la moitié du public quitta la salle. L'autre moitié pleura, en transe, submergée. Beaucoup sortirent sans rien comprendre, mais avec la sensation d'avoir vu quelque chose de divin. Kubrick poussa l'ambition humaine à son paroxysme. Il conçut des effets spéciaux encore futuristes aujourd'hui, filma des scènes en apesanteur sans ordinateur et composa une symphonie visuelle transformant l'espace en temple. 60 ans plus tard, 2001 reste le sommet du cinéma, probablement le plus grand film de l'histoire. Et s'il n'est pas numéro 1,
C'est parce qu'il existe un autre film, beaucoup moins connu, plus fou, plus extrême. Une œuvre d'une ambition absurde, si impossible qu'elle n'a pu exister que grâce à un gouvernement communiste. Sur le globe d'argent est un film qui a refusé de mourir. Un gouvernement communiste a tenté de le détruire, et pourtant, il a survécu, tel un cadavre mutilé. Andrzej Żuławski voulut réaliser le film de science-fiction le plus ambitieux de tous les temps. Financé par le gouvernement communiste polonais dans les années 70, son tournage fut un délire total. Désert, combinaisons spatiales, centaines de figurants, décors venus d'un autre monde. Pendant un instant, il sembla que, pour une fois, quelque chose de grand allait naître du communisme. Mais non. Quand le projet fut presque terminé, le gouvernement le jugea dangereux, mystique et subversif. Il ordonna sa destruction, brûla les décors, confisqua les pellicules et interdit à Żuławski de travailler dans son propre pays. Des années plus tard, le réalisateur parvint à récupérer les fragments et à les reconstruire, en racontant lui-même les parties censurées. Ce qui en resta fut quelque chose d'irrépétible, une œuvre inachevée, brisée, mais absolument transcendante. Sur le globe d'argent raconte l'histoire d'astronautes, les nouveaux Adam et Ève, qui fondent une nouvelle civilisation sur une autre planète. Avec le temps, cette humanité renaissante crée sa propre religion, son propre messie, et répète les mêmes erreurs que sur Terre. C'est une allégorie brutale sur le pouvoir, la foi et la corruption des idéaux. Un miroir cosmique de notre incapacité à apprendre. Visuellement, c'est une folie. Caméra à l'épaule, désert sans fin, cris, boue, plumes, sang, poésie. On dirait un film tourné par des dieux ivres de désespoir et de délire. Rien n'y ressemble. Et le plus incroyable, c'est qu'un tel film ne pourrait plus jamais être produit. Car seule une dictature pouvait financer une œuvre aussi insensée. Et seule cette même dictature pouvait la détruire. Sur le globe d'argent est né du délire du pouvoir et de la foi de l'artiste. C'est pourquoi il est unique. Aucun studio, aucun gouvernement, aucun réalisateur moderne ne pourrait se permettre une telle folie. Il fut interdit, détruit, puis ressuscité. Et dans cette résurrection, il a atteint l'immortalité. C'est un film incompréhensible, autant à cause de l'intention de son auteur que de la profanation qu'il a subie. Il ne plaira pas à tout le monde. Moi, je l'admire profondément, mais je le trouve presque insoutenable. Pourtant, il faut le voir avant de mourir, car c'est la dernière grande œuvre maudite du cinéma. Si tu as découvert une œuvre que tu ne connaissais pas, abonne-toi, laisse un like et dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. N'oublie pas de me suivre sur Instagram et sur Letterboxd. On se retrouve dans la prochaine vidéo.